Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo d'explication de règles détaillées d'un jeu. C'est Thomas et vous êtes sur la chaîne Il était un jeu. On est presque déjà à 6500 sur la chaîne, donc un grand merci pour tout ça. Et si ce n'a pas déjà été fait, je vous invite à vous abonner et peut-être activer aussi la petite cloche pour être au courant des toutes prochaines vidéos que je vous proposerai sur la chaîne. Aujourd'hui, on va donc parler de Roa, un magnifique jeu de l'éditeur Greux Games, un de mes éditeurs de jeux préférés, notamment parce qu'ils avaient sorti le désormais mythique Nidavellir, et cette fois-ci, c'est peut-être sa suite spirituelle que je vous propose de découvrir avec moi. Après des millénaires d'aridité, la vie renaît enfin sur Roa et en tant que vénérable chaman, un de ces 5 mondes vous a été confié. Vos pouvoirs sont divins, nos pouvoirs donc, et ça va nous permettre de sculpter l'environnement afin d'en faire un berceau d'énergie vitale, garant de la sérénité et de l'harmonie pour les siècles à venir. Rien que ça. Le but du jeu est relativement simple, comme dans ce genre de jeu, c'est d'avoir le maximum de points de victoire qui sera représenté thématiquement par de l'énergie vitale qu'on va retrouver sur le plateau central en forme de cercle qu'on va voir tout à l'heure, et celui qui en aura le plus gagnera la partie. On aura 2 âges pour faire ceci, ce qui sera représenté par les cartes de niveau 1 et les cartes de niveau 2, âge 1 et âge 2, comme dans Nidavellir. Et thématiquement, on dit que durant l'âge 1, c'est la végétation, les reliefs et les animaux qui vont apparaître, tandis qu'à l'âge 2, c'est des civilisations qui se développeront. Roa, c'est donc un jeu édité chez Greux Games, créé par Johan Goupy et Théo Rivière et magnifiquement illustré par Oli. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, il paraît, sur les réseaux, on a pu discuter un petit peu, mais que c'était le disciple, le jeune padawan, comme il dit, de Jean-Marie Mengues, qui était derrière les illustrations de Nidavellir, justement, comme quoi, parfois la boucle peut être bouclée. Ici, c'est une configuration que je vous propose pour 3 joueurs. En effet, on retrouve des plateaux personnels aux extrémités dans les angles, et le mien, il est juste ici. D'ailleurs, on fera attention de bien prendre le plateau sur le versant A ou B. Faites attention à ce que chaque joueur ait donc la même face de plateau. Bien sûr, la face A sera un peu plus abordable que la face B qui sera un tout petit peu plus technique. Tout en haut de notre plateau, on met un jeton avatar qui va définir les tours au fur et à mesure, ainsi que les décomptes des tours qu'on retrouve dans les différents angles. On aura donc 3 tours ici, parce qu'on va déplacer notre avatar petit à petit de la gauche vers la droite pour faire tout le tour tel un cadran de notre plateau personnel. On aura fait une réserve de cristaux qui est la seule monnaie du jeu, la seule ressource qu'on va pouvoir échanger pour faire différentes actions. Et chaque joueur va récupérer initialement 4 de ces cristaux. De part et d'autre de chaque joueur, on va retrouver des plateaux satellites, c'est ceux-ci, sur lesquels on aura disposé 4 cartes d'abord de l'âge 1, et ensuite on va les échanger pour des cartes d'âge 2, en faisant attention qu'il y ait bien sur nos plateaux satellites la lune à notre gauche, et les étoiles à notre droite. Ça va être important car à chaque tour de jeu, notre petit avatar va définir dans quel paquet on va devoir sélectionner le paquet de cartes pour commencer ce tour-ci. C'est-à-dire que là, pour le premier tour de jeu, il y a une lune, donc je récupérerai le paquet à ma gauche. Ici, on retrouve le plateau central, c'est là que va se passer l'essentiel du jeu en termes de scoring. On aura placé tout en haut les différents jetons de marqueurs de score qu'on aura mis au hasard, et ça va quand même avoir un intérêt car les égalités seront définies par le jeton qui sera le positionné en dernier sur la case avec le score représenté. On a un plateau de plus ici qui s'appelle le trou noir, c'est optionnel on va dire, c'est la zone où on va pouvoir placer les cartes qu'on défaussera à certains moments de la partie, notamment pour peut-être bloquer les adversaires ou pour se générer des fragments de cristaux ou même avoir quelques spores. Et bien justement, ces spores, elles sont juste ici. Ces spores, c'est ce qui va nous permettre d'étendre un petit peu notre jeu sur notre environnement et peut-être multiplier les actions, mais on va voir ça dans les règles détaillées. Je pense que vous l'avez vu, c'est que sur les côtés de notre plateau de score, on retrouve des tuiles qui sont d'extrêmement bonne qualité, mais surtout avec des illustrations plus que magnifiques. Ce sont des divinités. Ces divinités, on pourra les récupérer à un certain moment de la partie, se les faire piquer aussi, donc il faudra faire bien attention à ça. Elles sont recto verso, mais bien sûr celle-là, je vais vous la présenter, elle ne présente pas un verso différent, mais les autres entités, elles, ont une phase dite active qu'on aura quand on récupérera cette tuile ou qu'on la piquera à un adversaire, et quand on l'aura utilisée, on devra la retourner pour signifier que, vous voyez, elle est ombrée, on voit que son ombre, et donc elle est inutilisable jusqu'à un certain moment, et notamment le décompte.
On a 4 divinités colorées ici qui vont être définies par les différents environnements qu'on va explorer. Et sur la droite, on retrouve 3 divinités dites plutôt animaux. Ce sera selon les animaux qu'on mettrait sur notre terrain. La mise en place est terminée. Comment se déroule un tour de jeu? Eh bien, sachez que le jeu se déroule en 4 manches, chacune découpée en 3 tours suivis d'un décompte. C'est ce que je vous disais. On va définir les tours de jeu par le déplacement de notre avatar et ensuite arriver ici à un décompte. Au début de chaque manche, on va distribuer donc les 4 cartes biomes de nage en cours, face cachée qu'on aura placées sur chaque satellite comme je vous l'ai proposé ici. Là aussi, je vous l'ai dit en introduction, pour définir le satellite sur lequel on va prendre les biomes, eh bien on va se répertorier avec le logo qui lui aurait marqué sur le tour de jeu. Donc ici, je prends les cartes du satellite Lune, je prends les 4 cartes donc qui est en début de tour, je peux bien sûr les regarder et je vais devoir en sélectionner une que je vais mettre face cachée, le temps que tous les adversaires fassent exactement la même chose. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces cartes? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu l'anatomie d'une carte. Donc, sur la partie gauche, on aura toujours un ou plusieurs reliefs, un ou plusieurs éléments. Ici, ça sera la montagne. On peut voir ici que ce sera donc les champignons, les arbres. Et ben là, il y a deux terrains. Et je pense que vous l'aurez deviné, eh bien, ça représente aussi les différentes divinités qu'on pourra récupérer à un certain moment de la partie. Mais soyez un petit peu patient, on va voir ça tout à l'heure. Donc, disons par exemple, je vais prendre cette carte-ci. Elle me propose donc un terrain particulier, un coup. Ici, je devrais payer 4 cristaux. Ça tombe bien, c'est le coup que j'ai, c'est les cristaux que j'ai récupérés en début de partie. Mais il faudra peut-être que j'en ai d'autres pour faire d'autres actions. Ici, c'est l'action principale de la carte. Il y a plusieurs événements, bien sûr, en fonction de la carte qu'on choisirait. Et c'est une action qu'on pourra activer à la fin de notre tour quand on va activer la ligne ou la colonne sur laquelle est positionné notre avatar. Parfois, il y a des cartes où il n'y aura pas de coup. Par exemple, hop, celle-ci. Donc celle-ci, je peux la poser gratuitement. Elle me propose 2 terrains différents, mais aussi 2 animaux, des oiseaux, mais aussi donc des bipèdes, des quadrupèdes. Et par contre, parfois, on aura des conditions particulières de pose, c'est-à-dire que celle-ci, eh bien, elle est gratuite, mais je devrais la poser dans les extrémités ou au milieu en bas de mon plateau personnel. On le voit ici, ça, ce logo, ça représente une spore, c'est-à-dire que pour chaque spore que j'aurai dans mon terrain, eh bien, je pourrai gagner par exemple un point de victoire, et ça sera d'autres choses qu'on aura pendant le jeu, en fonction des terrains, en fonction aussi et surtout des animaux qu'on aurait dans notre propre terrain. Donc disons par exemple que je sélectionne, disons cette carte-là, je la mets de côté et les autres, je les repose tout simplement sur le satellite d'où les cartes provenaient. Et une fois que tout le monde a sélectionné sa carte et donc l'aura cachée, dissimulée aux yeux des autres, on va commencer par le joueur qui serait en tête sur le plateau de score. Et en cas d'égalité, comme c'est le cas ici, eh bien ça sera le jeton qui sera positionné le plus au-dessus, donc le dernier joueur à arriver sur une position à égalité, qui va pouvoir activer et révéler donc et activer sa carte, en tout cas la positionner en premier, et ensuite ça se passera dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, disons que c'est moi le premier joueur, donc je vais révéler ma carte, je vais payer son coût en remettant les cristaux dans la réserve globale, la réserve générale, et je vais pouvoir positionner cette tuile n'importe où je veux. Il n'y a pas de condition de placement, sauf, comme on l'a vu, avec certaines tuiles. Donc disons que je la positionne ici. Une fois que c'est fait, on va vérifier si on n'aurait pas, par la pose de notre tuile, aligné 3 tuiles avec les mêmes symboles, la même iconographie, c'est-à-dire représentées par leur élément, mais aussi par les animaux qu'il y aurait sur les terrains. Ici, ce n'est pas le cas, mais disons que si ici j'avais une tuile là aussi verte avec le symbole d'arbre, eh bien j'aurais pu récupérer tout simplement son entité, sa divinité de l'arbre, et j'aurais pu l'activer immédiatement comme c'est symbolisé par cet éclair. Ici, ça me demande par exemple de choisir n'importe quel animal qui aurait sur mes terrains, et je gagnerai 1 point par catégorie de cet animal-là. C'est le début de partie, je n'en ai pas, mais voilà, c'était juste pour vous montrer un exemple en particulier. Ça aurait pu être le cas notamment avec celle-ci qui est un peu plus simple. Là, ça me dit tout simplement que si j'arrive à aligner donc 3 tuiles avec des joyaux, peut-être dans ce sens ou dans ce sens, jamais en diagonale par contre, eh bien j'aurais pu récupérer celle-ci, qui me fait marquer automatiquement, en tout cas quand je l'active, 3 points de victoire. Et une fois que j'ai activé cette tuile-là, comme je vous le disais, hop, je la retourne, elle n'est plus utilisable pour le reste de la manche. Ici, de toute façon, ce n'est pas le cas, donc je vais pouvoir tout simplement activer mon avatar. Je regarde mon avatar, il est ici, et bien je vais activer toute la colonne dans l'ordre que je veux pour faire toutes les actions qu'il y aurait marquées dessus. Donc ici, par exemple, ça me fait gagner un fragment de cristal, ici, ça me fait gagner 1 point de victoire, et ici, 5. Tout le monde va faire ainsi de même, on place une tuile, on regarde si on récupère une divinité et on va activer son avatar et le tour de jeu est terminé.
Maintenant, il est temps de déplacer notre avatar d'une case sur notre plateau joueur. Et donc là, cette fois-ci, on ne va pas récupérer sur le satellite avec la lune comme elle était à ma gauche, mais cette fois-ci, ça sera sur ma droite. Donc je n'aurai plus 4 cartes, j'en aurai seulement 3 parce que mon adversaire à ma droite, lui, aura déjà récupéré ce paquet-là. Donc oui, c'est une sorte de draft un petit peu amélioré, en tout cas peut-être même un peu plus facilité, je trouve. Et donc sur les 3 cartes, eh bien, je vais en choisir une parmi celles-ci. Et disons, voilà, je vais prendre par exemple, tiens, on va prendre celle-ci. Hop, je la dissimule, elle n'a pas de coût particulier. Par contre, ça me fait un double terrain et un double animal. Vous avez compris, pour l'instant, je suis le premier joueur, donc je vais pouvoir la révéler, la positionner ici. Donc j'ai réussi à combiner trois arbres sur une ligne en particulier, ça aurait pu être en colonne. Je récupère cette divinité-là, on va dire que je vais faire la catégorie oiseau. J'ai un oiseau ici, je gagnerai donc un point de victoire maintenant et je vais pouvoir activer ensuite toute cette colonne-là avec un point de victoire et un fragment de cristal. On continue ainsi de suite pendant les 3 tours que constitue une manche, donc une fois lune, une fois étoile, une fois lune, et ensuite on va positionner notre avatar dans un angle ici, et c'est là une phase particulière qu'on appelle le décompte. Chacun notre tour, toujours en commençant par le joueur qui était en tête, donc ici c'était moi, on va activer tous nos biomes qui contiendraient des spores. Ces spores, je vous l'ai dit, on pourrait les placer de différentes façons. Par exemple, en activant cette colonne-là, en dépensant 3 fragments, j'aurais pu placer une spore n'importe où sur mon terrain. Disons que par exemple, je veux la positionner bien justement ici. Voilà. Ça signifie que maintenant, à chaque fois qu'on va arriver sur une zone de décompte, à chacun des 4 angles de notre plateau de jeu, eh bien on va pouvoir activer l'ensemble des cases qui comporteraient une spore. Donc ici, si j'avais 3 fragments, je pourrais mettre à nouveau une spore quelque part. Disons ici, pour symboliser que j'ai déjà utilisé cette spore, cette manche-ci, je peux retourner ce jeton qui est d'une différente couleur. Et donc là, je peux activer cette tuile sur laquelle je viens de déposer nos spores, et ça me permettrait donc de gagner des points. À savoir qu'avec les âges qui vont arriver, qui vont se succéder, mais aussi les cartes qui vont être différentes, on pourra très bien amener une carte sur une case où il y avait déjà une spore. Cette spore n'est pas détruite, mais on la repositionne automatiquement dessus. Donc à vous les combos, à vous de bien réfléchir à comment positionner ces tuiles-là pour maximiser vos possibilités de jeu, pour essayer peut-être de récupérer les divinités dans un bon timing, parce que vous avez compris, comme on va jouer dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien le dernier joueur pourra récupérer toutes les divinités qui auraient été déjà piquées par les adversaires. C'est là que le premier arrivé n'est pas forcément le premier servi. D'ailleurs, sur nos cartes divinités, il y a aussi le logo de décompte. Donc en fait, si les tuiles avaient été, si on les avait en notre possession, elles auraient été de cette face-là, donc face utilisée, eh bien je peux la retourner pour réutiliser à nouveau cette tuile-là. Donc là aussi, c'est celui qui sera en possession au moment du décompte qui pourra faire le plus d'actions en rapport avec les divinités, que ce soit les divinités de terrain, mais aussi les divinités animales. D'ailleurs, je vous propose de voir en détail les différentes divinités. La divinité des cristaux, celle-là on l'a vu, elle nous permettrait de gagner donc 3 points de victoire immédiatement. On a la divinité champignon, eh bien ici on gagnerait 3 fragments immédiatement. La divinité de l'eau, elle est un petit peu particulière parce que celle-ci, elle est permanente. Elle nous permet de posséder, d'avoir avec nous dans notre terrain de jeu 2 gouttes d'eau. Et ces gouttes d'eau, elles participent à une sorte de majorité. C'est-à-dire qu'à la fin du décompte, on va regarder le nombre de gouttes d'eau qu'on aurait dans notre terrain. Par exemple, ici, j'en ai qu'une. Mais si j'avais cette tuile en ma possession, c'est-à-dire que j'aurais réussi à aligner donc 3 terrains de montagne, je peux récupérer cette tuile d'eau. Et donc ici, ça me ferait 3 gouttes d'eau. On va devoir maintenant comparer son propre compteur d'eau avec celui qui en a le moins. Et c'est ce qui est représenté dans l'encart juste ici. Ça, c'est moi, je le compare à celui qui en a le moins. Et en fonction de cet écart, on marquera plus ou moins de points. Donc c'est là aussi que le jeu est quand même assez exigeant. Si on laisse quelqu'un prendre un peu son envol et être tout le temps prioritaire et majoritaire sur les compteurs d'eau, il va marquer quand même 15 points à chacune des décomptes, à chacun des quatre angles de notre avatar, ce qui risque quand même de lui donner potentiellement la victoire. Cette divinité-là, eh bien on l'avait déjà vu, on choisit un animal et on marquera un nombre de points égal à ce nombre d'animaux. Si on récupère la tuile, donc des oiseaux, on pourra échanger à ce moment-là 4 fragments contre 7 points de victoire. Ici, avec les animaux terrestres, pour chaque tuile avec une spore, donc maximum
9, eh bien je pourrais gagner un point de victoire à chaque fois qu'il y aurait une spore de positionner. Et celle-ci, c'est les animaux aquatiques. Donc pour chaque icône eau que j'aurai dans mon terrain, hein, cette tuile-là comptant également, eh bien je pourrais gagner un point de victoire à sa réactivation. Une autre particularité du jeu qu'on a tendance à oublier dans l'effervescence quand même d'une partie, mais c'est quand même marqué juste ici dans cet encart-là, c'est que si on récupère des cartes et on ne souhaite pas en récupérer une parce que soit elle serait trop chère, on n'aurait pas les ressources en fragments nécessaires, ou alors parce qu'on sait que notre adversaire, ça sera surtout le cas, hein, on sait que notre adversaire voudra absolument récupérer certains icônes pour peut-être compléter une ligne ou une colonne, voire les deux, hein, parce qu'on pourrait récupérer plusieurs entités pendant un seul et même tour, eh bien je peux décider donc de défausser une carte, c'est là qu'on va la mettre ici dans le trou noir, et je pourrais récupérer soit 4 fragments de cristaux, comme ceci, ou alors je pourrais récupérer une spore, et cette spore, vous l'avez compris, je la place où je veux, et ça va m'intéresser pour les phases de décompte. Quand notre jeton avatar va commencer à faire un tour juste ici en bas, eh bien c'est inscrit, je ne sais pas si vous pouvez le voir juste là, eh bien on va cette fois-ci défausser toutes les cartes biomes de niveau 1 et on va les remplacer par des cartes biomes de niveau 2 qui là amèneront davantage de civilisation, donc avec davantage d'action. Et ce qui est quand même magnifique dans ces illustrations, c'est qu'à chaque fois que le décor sera représenté par les icônes, mais aussi les animaux représentés juste ici, eh bien l'illustration évoque vraiment ça, c'est-à-dire qu'ici c'est des champignons avec des cristaux, on voit des cristaux sur des champignons avec tout ce qu'il faut d'oiseaux et tout ce qu'il faut d'animaux terrestres aussi. Ici on va y retrouver un peu plus de verdure mais aussi des animaux aquatiques, donc ça, toutes les cartes elles sont quasi uniques, hein, et c'est quand même super appréciable et c'est super immersif. Et on va donc continuer ainsi de suite jusqu'à que notre jeton avatar arrive à la fin du 12e tour de jeu et donc des 4 manches. Quand on sera arrivé ici, on fait donc le dernier décompte des points et celui qui aura le maximum de points, bien évidemment, gagnera la partie. Et en cas d'égalité, pas de jaloux, tout le monde va se partager la victoire. Donc vous l'avez compris, Rowa, c'est un jeu qui est relativement simple dans ses explications, mais qui ne manque pas du tout, mais alors pas du tout de profondeur de jeu. Malgré ses illustrations qui sont très chatoyantes, très nature, très colorées, etc. Le travail d'illustration et le matériel, il fait plaisir à voir et il participe grandement au plaisir de jeu, mais c'est un jeu qui est très subtil et extrêmement stratégique. La position de ces tuiles, en fonction si on est premier ou si on est dernier, en fonction des divinités qu'on pourrait récupérer, en fonction des possibilités de positionner des spores, quand on pourra arriver aux cases de décompte, eh bien chaque utilisation de cartes, chaque position, chaque spore qu'on pourrait positionner, chaque récupération de divinité va avoir toute son importance et là, ça va devenir très calculateur. C'est-à-dire que la piste de score, vous la voyez, ça forme un escargot, mais souvent, si on joue contre des gens qui savent très bien jouer, qui ont totalement compris la mécanique de jeu, on va se retrouver parfois avec des scores qui peuvent être fleuves, avec des scores qui vont passer du simple au double entre le dernier joueur et celui qui arriverait en tête. D'ailleurs, eh bien pour symboliser ceci, on a des jetons de 100 et de 200, c'est pour vous dire que les scores peuvent vraiment évoluer très vite et grimper très fort. C'est un jeu qui se joue déjà très bien à 2, le plaisir de jeu va vraiment arriver, je pense, hein, à partir de 3, c'est la configuration dans laquelle j'ai le plus joué, sachant qu'on va toujours interagir avec ces deux adversaires à sa gauche et à sa droite, à 4 et à 5, ceux qui seraient aux extrémités de votre table, eh bien vous n'interagirez pas avec eux, mais peut-être vous pourrez indiquer à l'adversaire de privilégier les cartes pour bloquer les autres adversaires et pas vous-même. Ça sera à vous de jouer. L'incitation, ce n'est pas tricher, il paraît. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo de Rowa vous aura plu. En tout cas, j'étais extrêmement ravi de vous proposer donc cette vidéo d'explication de règles détaillées. Si ça a été le cas, vous savez, les pouces, les commentaires, on like, on partage, ça vous avez l'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes prochaines vidéos sur la chaîne. Et je vous laisse donc avec le catalogue de vidéos qui va s'afficher exprès pour vous, pour aller visionner un petit peu tout ce qui se profile sur la page. Et moi, je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!